Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance de stabilisation en cours sur les indices actions, notamment en Europe, après ce petit mouvement de consolidation, un mouvement de l'ordre de 5-6% pour les indices européens entre le sommet qui a été atteint le 13 décembre dernier par exemple pour le CAC 40 il y a un peu plus d'une semaine maintenant et le point bas qui a été marqué en début de semaine mardi 20 décembre. On a vu effectivement un écart, un retracement de l'ordre de 6% pour un indice comme le CAC 40 qui se stabilise en ce milieu de séance autour des 6600 points, un petit peu en dessous, 6570 points environ pour l'indice CAC 40 au quasi-terme de cette année 2022 qui restera évidemment une année pour les livres d'histoire, vous l'aurez compris si vous nous suivez régulièrement, même de temps en temps dans Smart Bourse, vous aurez compris qu'un des faits marquants de l'année c'est cette correction de la bulle obligataire qui animait le paysage des marchés depuis plusieurs années maintenant. La correction a été très très violente au point qu'au terme de cette année 2022 il n'y a quasiment plus aucune obligation qui apporte des rendements négatifs. On est en train de sortir de cette ère des taux négatifs et même le Japon est peut-être en train de participer également à ce mouvement. C'est peut-être l'information la plus spectaculaire de cette fin d'année qui vient parachever cette année de grande normalisation monétaire puisque si la majorité des obligations japonaises restent à rendement négatif, les taux directeurs au Japon restent négatifs. Depuis la dernière communication de la Banque du Japon en début de semaine, on voit certaines parties de la courbe des taux au Japon qui offrent désormais des rendements supérieurs à zéro. C'est le cas du 2 ans japonais qui pour la première fois depuis 7 ans maintenant offre un rendement positif symboliquement de l'ordre de 0,05%. Au moment où on se parle, nous évoquerons ce sujet avec Alexandre Tavasi, Pictet Wealth Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant et puis nous évoquerons les perspectives en termes de marché sur la période de début d'année 2023. Le risque ne serait-il pas à la hausse sur les marchés actions, les actifs risqués et les marchés européens? Nous en parlerons avec Jean-Jacques Ohana qui nous apportera les outils d'aide à la décision générés par l'intelligence artificielle qui viennent confirmer qu'il y a un risque à la hausse encore pour les marchés d'actifs risqués. Mais d'abord, sous forme de bilan de cette année 2022, il faut noter que les banques centrales nous auront réservé des surprises au quiche, en l'occurrence, jusqu'au terme de cette année 2022. Dernière surprise en date, celle de la Banque du Japon en début de semaine. Nous en parlons avec Alexandre Tavasi, qui est avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelques commentaires effectivement sur le mouvement de la Banque du Japon, alors qui n'est pas encore un signal de changement de la politique monétaire au Japon, avec des taux directeurs qui restent négatifs pour la Banque du Japon, mais une évolution qui est présentée comme un ajustement technique de la position de politique monétaire du Japon, mais qui entretient quand même une spéculation sur l'idée que la Banque du Japon elle-même, on parle bel et bien du Japon, pourrait à un moment sortir des taux directeurs négatifs en 2023. Quels sont les commentaires que cela vous inspire en cette fin d'année, Alexandre ? En réalité, le gouverneur Kuroda devait annoncer que c'était un ajustement technique pour ne pas perdre la face selon la façon japonaise. Mais depuis quelques mois, quelques semaines déjà, les autorités japonaises, notamment le ministère des Finances, étaient de moins en moins à l'aise avec le yen et sa très grande faiblesse qui en fait générait de l'inflation au Japon. Les derniers chiffres de l'inflation étaient à 3,7%, ce qui était largement au-delà de l'objectif cible de 2% des autorités. Et il fallait s'attendre de toute façon à une réaction. Et donc c'est plus une indication de la direction que vont prendre les prochaines décisions de la Banque centrale que vraiment le niveau, sachant que le gouverneur actuel de la Banque du Japon arrivera au terme de son contrat au mois d'avril de l'année prochaine. Et donc on aura un nouveau gouverneur qui éventuellement pourra mettre en place des nouvelles décisions de politique monétaire. Le marché anticipe
qu'il y a une possibilité que la Banque du Japon sorte des taux négatifs à son tour ? Alors oui, on le voit essentiellement à travers le marché des changes, puisque suite à l'annonce de sa décision, qui était de laisser finalement les taux longs remonter jusqu'à 0,5% à la hausse, la Banque du Japon, très rapidement derrière, est intervenue sur le marché obligataire japonais pour acheter beaucoup d'obligations, pour éviter qu'effectivement le taux monte au-delà de 0,5%. Mais le marché des changes est clairement un des facteurs par lequel le marché est en train d'anticiper plusieurs décisions qui vont toutes dans la même direction, c'est-à-dire que petit à petit, la Banque du Japon, qui était le dernier pays qui gardait encore un environnement de taux d'intérêt très bas, est en train finalement de succomber au même problème que les autres banques centrales, c'est-à-dire de l'inflation. Il ne peut plus rester avec des taux aussi bas que ce qu'on a vécu pendant ces dernières années. La période de taux négatifs a commencé en 2014, Alexandre. Elle s'est terminée en 2022. On peut être catégorique sur cette affirmation ? Pas tout à fait, techniquement pas encore, mais nous avons débuté l'année, le montant est juste impressionnant. Nous avons débuté l'année avec 11 000 milliards de dollars d'obligations au niveau global qui avaient des taux d'intérêt négatifs. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le Japon. Et la grande partie de ces 11 000 milliards, c'était bien évidemment les taux souverains européens et les taux des entreprises en Europe. Ceci, c'est maintenant du passé, mais il reste encore 800 milliards de dollars avec des taux d'intérêt négatifs, et c'est les obligations japonaises. C'est un tout petit peu court pour finir l'année en territoire positif, mais définitivement 2022 aura été l'année de la fin des taux d'intérêt négatifs. Et finalement, d'un point de vue de l'investisseur, de enfin pouvoir retrouver une notion de revenu généré par un portefeuille obligataire, qui est un concept que nous avions oublié depuis plusieurs années. J'insiste encore là-dessus, Alexandre, mais derrière la fin de l'ère des taux négatifs, et mettons effectivement le Japon encore à part pour quelque temps, c'est une bulle obligataire de plusieurs années qui a été corrigée en quelques mois ou quelques trimestres seulement. Oui. En fait, ce qui surprend et ce avec quoi nous allons encore devoir compter en 2023, c'est la rapidité du mouvement, étant donné que les banques centrales avaient qualifié l'inflation de transitoire, et finalement, elle n'a rien de transitoire. Mais donc, les banques centrales ont dû réagir tardivement, mais ont dû réagir très très brutalement. Et si l'on se réfère au dernier discours de Madame Lagarde de la BCE, le combat n'est pas encore fini, étant donné qu'on a différentes sources d'inflation, certaines sont structurelles, d'autres sont purement cycliques. Mais définitivement, 2022 a été l'année où on a mis fin à ces taux d'intérêt très bas. On a dû commencer à lutter contre l'inflation, et il est fort à parier que les effets de cette hausse massive des taux d'intérêt sont encore à être mesuré sur l'économie, sachant que les grandes années de refinancement pour les entreprises qui ont émis des obligations sont plutôt en 2024 qu'en 2023, c'est-à-dire que le coût de renchérissement, l'augmentation du coût de financement est encore à se faire sentir sur passablement de pans différents de l'économie mondiale. Autre phénomène marquant, vous évoquiez la dernière communication de la Banque Centrale Européenne. Alexandre, si on reprend un peu le film de cette année 2022, c'est bien évidemment la Réserve fédérale américaine qui a donné le ton, envoyé en premier le signal du durcissement monétaire avec toute la phase de rattrapage, les 75 points de base, et puis un retour à des incréments un peu moins élevés, 50 points de base pour les dernières décisions de relèvement de taux directeurs aux États-Unis et en Europe. Ce qu'on risque de voir sur 2023 est quelque chose d'assez différent en termes de dynamique, Alexandre, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui va prendre le leadership au quiche dans le monde des banques centrales. Absolument. La Banque Centrale Européenne va devoir s'ajuster plus tard que la Banque Centrale Américaine. On commence à avoir les premiers paramètres de claire baisse de l'inflation aux États-Unis. Mais la Banque Centrale Européenne a un problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas la source de son inflation, puisque cette source vient des besoins d'importation d'énergie, étant donné que les pays européens ne veulent plus importer d'énergie en provenance de Russie, donc doivent trouver des sources d'approvisionnement qui sont différentes. Et peut-être que le problème va rester entier en 2023, puisque la Chine devrait également se remettre sur pied, étant donné qu'on réouvre maintenant l'économie. Et après passer la période pendant laquelle la population chinoise va finalement être dans un premier temps contaminée, mais ensuite également protégée contre le Covid, l'accélération de l'activité chinoise va faire que la Chine va revenir sur le marché international de l'énergie
pour se sourcer, pour pouvoir se fournir en énergie. Et donc, contrairement à 2022, la Chine pourrait être un concurrent vis-à-vis de l'Europe pour s'approvisionner en énergie. Ceci nous fait penser que les prix de l'énergie devraient rester élevés, en tout cas pour l'importation en Europe, et donc une source d'inflation ici qui va rester relativement importante, qui va forcer la BCE à finalement temporiser beaucoup plus longtemps, potentiellement même continuer à augmenter ses taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, on sera dans une phase probablement de stop ou de fin de taux d'intérêt. Et donc, on va complètement renverser, si on veut, le rôle de la Banque centrale européenne par rapport aux États-Unis. Elle était suiveuse et il est probable que c'est elle qui aura, si l'on veut, le titre peu envié de banque la plus hawkish dans un environnement, en tout cas en début 2023. Et la situation et les risques pour la Banque centrale européenne justifient une communication aussi dure, engagée, explicite que celle de Christine Lagarde la semaine dernière, qui va, dans sa conférence de presse, jusqu'à évoquer 2 hausses de taux consécutives encore de 50 points de base et potentiellement, possiblement, une 3e encore de 50 points de base sur les premiers meetings de 2023. Alexandre, la communication a été peut-être un peu surprenante de ce point de vue-là, sachant qu'en plus, sur la partie quantitative, la BCE va commencer à réduire passivement son bilan, mais si on inclut les remboursements des opérations de liquidité qui ont été offertes aux banques européennes ces dernières années, il faut bien avoir en tête que la réduction du bilan de la BCE sera plus rapide que la réduction du bilan de la Fed également l'an prochain. Oui. Ce discours était vraiment une surprise dans son ton. Comme vous l'avez mentionné, la Banque centrale européenne a 3 outils de politique monétaire. C'est l'outil des taux d'intérêt, donc clairement le marché s'y est attendu et a escompté 2 hausses. Il y a la réduction du bilan tel que vous l'avez mentionné, et il y a l'aspect communication. Donc ce qui a été fait en tout cas il y a quelques jours, c'est de mettre un accent très important sur l'aspect communication pour bien faire un reset, c'est-à-dire pour remettre tout le monde en ordre de marche en disant voilà ce que nous allons faire. Peut-être la partie la moins certaine de ces 3 aspects-là, de ces 3 outils, c'est la partie réduction du bilan, puisqu'on peut très bien se trouver dans une situation où le marché est incapable de fonctionner si on n'a pas un minimum de liquidité. Et aujourd'hui, en tout cas, les grands acteurs, les gens qui sont les banques qui donnent de la liquidité au marché obligataire notamment, sont de moins en moins en mesure de continuer à fournir cette liquidité pour des simples raisons de réglementation bancaire qu'on a mis en place après 2008-2009. Donc, l'objectif de réduction des bilans, il faut vraiment le voir comme un objectif, mais qui peut potentiellement être revu en fonction des conditions de marché. Si on a un marché très peu liquide, avec un impact important de l'effet de la réduction du bilan, il est probable que la Banque centrale européenne sera moins courageuse dans le fait de réduire rapidement la taille de son bilan. Ce scénario de divergence en termes de dynamique de politique monétaire entre les États-Unis et l'Europe sur une partie de l'année 2023 en tout cas, Alexandre, comment est-ce que cela va se traduire du point de vue des marchés globaux ? Alors, premièrement, par des taux d'intérêt en Europe qui vont continuer à s'inverser, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme seront très probablement supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, et l'effet majeur sera un effet de change. C'est-à-dire que l'euro, qui jusqu'à maintenant était vu comme une monnaie à rémunération relativement faible par rapport à ce que l'on pouvait obtenir sur le dollar, va redevenir intéressante, notamment pour des investisseurs internationaux. Et après, il faut voir également que si l'on devait avoir un renchérissement de l'euro, ça peut être également un outil de politique monétaire tel que la Suisse le pratique, c'est-à-dire utiliser le taux de change, utiliser une monnaie relativement forte pour pouvoir faire diminuer l'inflation, puisque finalement une monnaie forte veut dire que l'on fait baisser les prix de ce que l'on importe. Donc c'est probablement ce qui nous attend sur les premiers mois de l'année prochaine, mais il faut également tenir compte du fait qu'un euro trop fort peut pénaliser la croissance européenne. Donc là également, il y aura certainement des ajustements qui peuvent intervenir si les marchés vont trop rapidement dans la même direction. Donc si je résume, on a un marché obligataire européen qui n'est pas encore stabilisé, quand le marché obligataire américain, lui, est peut-être en passe de l'être, Alexandre ? Les États-Unis vont certainement nous faire encore des hausses de taux d'intérêt qui seront peut-être moins rapides et l'amplitude sera moindre, mais clairement la Réserve fédérale a indiqué qu'il y aura encore d'autres hausses de taux d'intérêt. Ça, c'est l'effet négatif pour les marchés obligataires. Maintenant, il faut bien voir l'effet positif en tant qu'investisseur. Encore une fois, on reprend les chiffres que nous disions tout à l'heure, il était compliqué, en tout cas en début de 2022, de savoir où placer son argent dans la sphère obligataire, parce qu'une majorité d'obligations avaient des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, si l'on ne fait rien en dollars, l'on reçoit déjà à peu près 5%, et j'ai des obligations
d'entreprises de bonne qualité qui me donnent des rendements entre 5 et 6%. En Europe, on est en train de s'ajuster, on est toujours légèrement en dessous, mais j'ai enfin la possibilité, en ne prenant que très peu de risques sur un portefeuille obligataire, d'obtenir ou de générer un rendement qui est entre 3,5 et 4%. Donc d'un point de vue de l'investisseur, le début de 2023, en tout cas pour un positionnement sur le marché obligataire, est beaucoup plus favorable que ce que j'avais il y a encore 12 mois. Je rappelle, pour ceux que ça intéresse, il y a une obligation du Trésor américain, un T-Bills, échéance 1 an, novembre 2023, qui offre un rendement de 4,65% aujourd'hui, sur un horizon d'investissement 1 an, avec un risque de défaut 0. On a 4,65% de rendement partant du dollar, pour un investisseur en dollars, évidemment. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre éclairage de fin d'année, une fin d'année encore surprenante sur le front des banques centrales, avec la dernière communication de la Banque du Japon qui est loin d'être passée inaperçue du point de vue des marchés. Alexandre Tavasi, qui était avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Poursuivons cette discussion de marché avec Jean-Jacques Ohana, qui est à mes côtés en plateau pour cette émission. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. On va justement parler spécifiquement d'intelligence artificielle avec vous, Jean-Jacques. Le point de départ, c'est qu'il y a un risque à la hausse sur les marchés en début d'année 2023. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, malgré déjà le rebond qu'on a vu depuis fin septembre pour les actions européennes notamment. Et l'intelligence artificielle apporte des éléments et des arguments qui vont dans le sens justement d'un risque encore à la hausse sur les marchés d'actions. Absolument. Et d'ailleurs, ça me surprend moi-même, parce qu'on peut tous avoir des biais cognitifs personnels par rapport à notre analyse personnelle de la situation. C'est vrai qu'en 2022, on a eu un resserrement monétaire, vous l'avez déjà rappelé, historiquement, le plus fort historiquement depuis 1980, puisque la Fed a remonté ses taux de 400 points de base en à peine 6 mois, 7 mois, puisqu'elle a commencé en mars, juste après la guerre en Ukraine. Et puis on a eu un deuxième choc, donc justement cette guerre en Ukraine, avec une disruption des approvisionnements énergétiques sans pareil dans l'histoire récente, qui n'est pas sans rappeler les chocs pétroliers. Et donc finalement, il était d'usage de craindre le pire, et notamment pour l'économie européenne. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, depuis quelques mois, finalement on peut le constater, mais on va dire depuis quelques semaines, principalement depuis septembre en réalité, on s'attendait au pire sur l'économie européenne. C'était les anticipations de récession vraiment dures sur l'ensemble de la zone. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que on a constaté d'abord ce qu'on appelle les hard data, vous savez, les données réelles économiques, étaient différentes par rapport aux anticipations les plus pessimistes des investisseurs et des analystes, des économistes. Mmh. Et ce que nous voyons aujourd'hui, en effet, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs quantitatifs, et notamment nos indicateurs d'intelligence artificielle, qui concordent vers une amélioration de la conjoncture financière. Donc ça veut dire une possible hausse des actions et une possible hausse des obligations risquées, et notamment du crédit. Alors pourquoi ? Parce que ça peut sembler un peu incongru en fait d'être positif à l'orée d'une récession, peut-être dans les outre-Atlantique et en Europe. Eh bien, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, dans nos indicateurs, on a la possibilité d'expliquer nos probabilités de baisse qui sont extrêmement faibles en ce moment. Donc en fait, on a la capacité de comprendre pourquoi notre intelligence artificielle anticipe peu de risques sur les actions, et donc un possible risque à la hausse, à l'inverse. Eh bien, la première raison, c'est les surprises économiques. Ça correspond à ce que je vous disais, à mon constat. Finalement, on attendait le pire, et le pire ne s'est pas produit. Non. Et donc, en fait, les surprises économiques en Europe sont vraiment très élevées. Ce qui montre bien qu'on est surpris à la hausse par la résilience des indicateurs hard de l'économie européenne. Deuxième raison, les taux.
Alors, en fait, on a des taux réels qui sont vraiment très faibles encore par rapport au taux monétaire. Et ça, notre intelligence artificielle le prend comme quelque chose de favorable. Troisième raison, les surprises économiques de l'économie chinoise. Alors là, c'est l'inverse, c'est plutôt contrariant. C'est de dire finalement, l'économie chinoise a tellement surpris à la baisse que notre intelligence artificielle a appris que dans ce cas-là, il y avait plutôt tendance à avoir un rebond dans les mois qui suivaient. Et quand on y réfléchit, quand on remet en perspective, c'est pas absurde de penser ça. En effet, quand on remet en perspective par rapport à ce qui s'est passé en Chine, donc par rapport aux restrictions Covid, à la politique de zéro Covid chinoise, qui a été très contestée en externe, mais surtout en interne, au sein de la population chinoise, eh bien, il n'est pas absurde de penser que maintenant, le gouvernement chinois, les autorités chinoises voudront réparer leur erreur, évidemment sans l'admettre, mais progressivement, tout simplement en relançant leur économie. Et donc, il est tout à fait cohérent, finalement, d'attendre en début 2023 une relance assez substantielle de l'économie chinoise. D'où la remise en perspective de cet indicateur de déception par des indicateurs chinois. La Chine au pied du mur. Absolument, absolument. Et puis, on peut continuer. En fait, on a d'autres indicateurs. Un autre indicateur, c'est la corrélation excessivement positive, alors historiquement très positive, entre les obligations et les actions. Ouais. On est sur des niveaux assez rarement atteints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on voit bien que les détentes obligataires favorisent la détente du risque et l'augmentation des actions. Ouais. Eh bien, peut-être qu'on a atteint aujourd'hui un paroxysme de cette corrélation, qu'on est finalement un peu au plus haut, et notre intelligence artificielle prend un biais un peu contrariant par rapport à cette corrélation et dit, quand on a une telle corrélation, en général, on a des rebonds assez significatifs sur les actions. En tout cas, on a moins de possibilités de baisse des actions à court terme. De quel type d'horizon de temps on parle quand on fait tourner ces modèles et cette intelligence artificielle, Jean-Jacques ? C'est là où il faut être très prudent, parce que ce n'est pas des horizons de temps qui sont très longs, c'est des horizons de temps de quelques semaines à quelques mois. Donc ça peut changer, bien sûr. Mais ce qu'on voit au-delà de ces indicateurs pris un à un, c'est que finalement, il y a aussi un contexte global d'amélioration du risque, d'amélioration de l'appétit pour le risque, où certains marchés cycliques rebondissent. C'est le cas, par exemple, des métaux de base sur les 6 derniers mois qui se stabilisent. C'est le cas des marchés du crédit. En fait, on n'avait pas vu depuis longtemps les marchés du crédit être leaders à la hausse dans les rendements ajustés du risque. Donc, ce n'est pas en rendement pur, mais c'est en rendement ajusté du risque. Ça faisait depuis l'époque Covid, en fait, qu'on n'avait pas vu le crédit être leader. Et là, c'est quand même le cas. Peut-être parce que, tout simplement, il n'y a pas d'émission. Parce que les sociétés ayant économisé énormément de cash émettent peu sur le marché du crédit, n'ayant pas d'offres. Vous savez, c'est toujours une relation d'offre et de demande. Eh bien, le crédit est favorisé par cet aspect-là. Et donc, en fait, tous ces petits indicateurs mis bout à bout aussi sont inclus dans l'intelligence artificielle et participent à la baisse des probabilités de crack. Donc vous voyez, moi-même je suis surpris. Ah mais non, mais c'est mais je fascinant. vous apporte en fait ces indicateurs parce que cela peut nourrir notre réflexion et sur les anticipations extrêmement négatives qu'on peut avoir sur l'économie mondiale et sur finalement la persistance du marché à rester assez résilient. Ces signaux, ces indicateurs, Jean-Jacques, couplés à des positionnements d'investisseurs long only notamment, qui sont encore très défensifs, au mieux neutres sur les actions et les actifs risqués, voire encore pour beaucoup sous-pondérés, ça donne, oui, l'idée de ce qu'on a appelé le FOMO pendant quelques temps, l'idée qu'il y a peut-être un risque à la hausse tellement important que le pain trade va être pour certains investisseurs de courir après le papier à l'achat pendant quelques semaines au moins du début de l'année 2023. C'est pas absurde de le penser. Il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui m'interrogent et qui nous interrogent. En fait, quel est le sens de ce rebond qu'on a eu depuis novembre finalement ? Parce que le rebond est quand même significatif. Et donc la question c'est ça n'a aucun sens. On a une récession.
Comment on peut expliquer ça? Est-ce que le marché est fou? Est-ce que... Eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, on anticipait le pire et que le pire ne s'est pas produit. Et donc, on a anticipé le pire depuis mars, finalement, depuis février, depuis le 20 février, avec ce déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui était gravissime. Et puis, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on anticipait le pire à la rentrée. On anticipait le pire sur l'approvisionnement énergétique et sur les coupures d'électricité. On anticipait le pire sur le chômage. Et puis finalement, sur tous les thèmes que j'ai cités, d'inquiétude légitime, eh bien, le pire, pour l'instant, ne s'est pas produit. Ouais. Et donc, finalement, les investisseurs avertis disent, on est obligé de cocher les cases. Finalement, tout ça ne s'est pas produit. On se retrouve avec des marchés qui sont 10 à 20% moins valorisés parce que, faut savoir que ça, on ne le sait pas forcément, mais en Europe, les bénéfices anticipés à 12 mois forward, c'est-à-dire sur une année glissante, ont augmenté en 2022. Pas aux États-Unis, vous voyez, mais en Europe, oui. Oui. En Europe, on partait en début 2022 avec l'idée que les bénéfices avaient progressé de 10%. Ils ont progressé de 20% à l'arrivée. Voilà. Donc, là encore, une fois, une surprise à la hausse des indicateurs de ce qu'on appelle les hard data, des indicateurs réels par rapport aux anticipations. Il y a la froideur de l'intelligence artificielle et puis il reste quand même toujours l'intelligence humaine et votre expérience de la vie des marchés, Jean-Jacques. Ça peut coller, se dire que la résilience qu'on a pu constater tout au long de l'année 2022 est extrapolable encore sur 2023 ou quelques mois encore devant nous, plus l'idée que le choc monétaire d'une violence et d'une intensité historique ne sera pas finalement aussi douloureux que ce qu'on imaginait pour l'économie, sachant que les effets, les pleins effets de ces chocs monétaires sont encore devant nous. L'intelligence humaine peut imaginer ça ? Alors, l'intelligence humaine, elle a du mal à imaginer ça parce qu'en fait, on voit que le resserrement monétaire, il prend différentes formes. On a parlé des taux. Maintenant, il s'agit de la réduction de bilan. Et on sait que la réduction de bilan, c'est une diminution de la liquidité dans les marchés. Et d'autre part, on sait très bien que les conséquences d'un resserrement monétaire, elles ne s'opèrent pas sur quelques semaines. Elles mettent des mois à se diffuser. Peut-être dans d'autres secteurs de l'économie qu'on n'a pas encore imaginé. Peut-être l'immobilier notamment. Mais en tout état de cause, il peut y avoir aussi, en contrepartie de ces effets négatifs, des améliorations qu'on n'imagine pas encore. Par exemple, une détente du conflit, ou une stabilisation de ce conflit. Il peut y avoir aussi une stabilisation du resserrement monétaire de la Fed. Alors, les marchés anticipent peut-être même des baisses de taux, mais je n'irai pas jusque-là. Mais pour se projeter en 2023, il est très possible qu'après encore peut-être 2 hausses de taux plus modestes de la Fed dise ça y est, on arrête finalement. Et finalement, ces possibilités d'évolution positive contrebalancent les possibilités d'évolution négative. Et donc, au final, la balance des marchés, elle n'est pas si facile que ça à établir, mais on peut dire qu'en effet, il y a un risque à la hausse parce que les investisseurs ont été excessivement négatifs sur tous ces impacts et que finalement, les impacts de ces deux chocs, choc monétaire et choc géopolitique, eh bien, pour l'instant, on arrive à les absorber. On va rester sur cette note positive. C'est pas juste un espoir, encore une fois, c'est une réalité avec une documentation, des arguments émanant de l'intelligence artificielle notamment, qui valide l'idée qu'il y a un risque qu'il ne faut pas écarter encore, c'est celui d'un risque à la hausse, à nouveau, malgré le rallye qu'on a déjà connu en cette fin d'année 2022. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Ohana avec nous régulièrement dans Smart Bourse pour évoquer justement les enjeux de marché, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI4Alpha qui était l'invité de la mi-journée. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.